Voilà, on se retrouve pour parler bien sûr de cette guerre en Ukraine qui continue et l'actualité internationale qui est extrêmement intense avec les sommets qui se succèdent, notamment ce sommet de l'OTAN qui est très important. Le président Macron a fait donné une conférence de presse à la fin du sommet. On ira retrouver Céla Bourriou tout à l'heure pour nous raconter un peu comment cela s'est passé. On va retrouver tout de suite le général Christophe Gomard, pardon, qui est avec nous. Merci beaucoup. Pardon. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes l'ancien chef du renseignement militaire français, spécialiste des questions de mouvement de troupes et vous avez été présent sur de nombreux théâtres de guerre, l'Afghanistan, le Mali, l'Irak, le Rwanda, la Libye. Dans l'actualité aujourd'hui, peut-être d'abord qu'on peut parler de ce sommet de l'OTAN et de sa signification pour vous, un général français important qui a vécu un certain nombre de guerres dures. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que cela signifie ce sommet? Le retour des Américains en Europe? Est-ce qu'une unité face à l'adversaire Poutine, est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est une perte d'indépendance de la France ou de l'Europe? C'est rassurant pour l'Europe de sentir qu'effectivement il y a une mobilisation, j'allais dire générale des pays européens, en tous les cas des pays qui font partie de l'OTAN et des États-Unis. Comme vous le savez, beaucoup de pays d'Europe de l'Est, en fait, souhaitent bénéficier du parapluie américain. Et c'est vrai que des pays comme la France ou comme d'autres pays plutôt de l'Ouest européen, en fait, pourraient se séparer du parapluie américain. Et c'est vrai que la position de la France dans ce sens-là est un peu particulière. C'est qu'elle n'a rejoint le commandement intégré de l'OTAN que très récemment sur la décision du président Nicolas Sarkozy. Et alors qu'avant, on faisait partie de l'OTAN, mais sans être partie intégrante du commandement intégré, justement. Ce qui veut dire qu'on participe aux opérations de l'OTAN, mais on n'avait pas de chef militaire intégré dans les structures de commandement otaniennes. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est ce que vous dites, et puis ça rassure les Européens de l'Est. Vous qui êtes spécialiste du renseignement, est-ce que ça change des choses sur la question du renseignement américain en Europe, des renseignements russes aussi par rapport à ce front qui s'annonce, celui de l'OTAN, de façon claire. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères russe a dit c'est un nouveau rideau de fer qui est tombé. Est-ce que du coup, cette question du renseignement, elle devient plus cruciale encore? Alors le renseignement est toujours crucial. Parce qu'il n'y a pas de conflit ou de crise sans renseignement. Et surtout, pour un pays comme la France, disposer d'un renseignement autonome et d'une capacité d'appréciation de situation autonome est absolument indispensable. Beaucoup voudraient un renseignement européen, mais il n'y aura pas de renseignement européen tant qu'il n'y aura pas un exécutif européen. Et le renseignement est purement national, c'est quelque chose de totalement souverain. C'est-à-dire que le renseignement permet au président Emmanuel Macron de savoir exactement ce qui se passe, de connaître la situation sur le terrain, avec l'ensemble des capteurs français, la direction du renseignement militaire, mais aussi la direction générale de la sécurité extérieure. Donc oui, grâce à ces deux services en particulier, il sait ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, il connaît la situation en Ukraine, il connaît la situation des forces russes, et ça l'amène à pouvoir discuter avec les autres chefs d'État en toute connaissance de cause, sans être intoxiqué par des gens qui pourraient lui dire des choses qui vont plus dans le sens d'intérêts d'autres que des intérêts français. Alors le renseignement justement, le renseignement militaire russe par exemple, le GRU, c'est la partie la plus forte finalement du renseignement russe. Il joue un rôle très important aujourd'hui. Est-ce que c'est le service dominant aujourd'hui? Est-ce que c'est sur lui que s'appuie Vladimir Poutine selon vous? Alors, en fait, comme dans tous les pays et comme en France, d'ailleurs, il a plusieurs services de renseignement. Bien sûr, le renseignement militaire en Russie, c'est le GRU, mais il a également le FSB qui lui donne du renseignement comme l'équivalent finalement de la DGSE, et donc il lui donne du renseignement extérieur, un peu sur les intentions politiques de l'adversaire, comme le fait la DGSE, alors que la direction du renseignement militaire, donc le renseignement militaire, donne plus du renseignement d'intention militaire et du renseignement, j'allais dire, également tactique sur le terrain. Mais c'est vrai que le GRU aujourd'hui doit être un service comment dirais-je, très présent sur le terrain et qui fait remonter les informations nécessaires au président Poutine. Est-ce que nous, Français, nous avons la confirmation que Vladimir Poutine a éliminé des membres de son entourage, et notamment dans la hiérarchie militaire, après le début de l'offensive? Alors personnellement, je n'en ai pas.
Mais j'imagine que si ça a été fait, certains services le savent, en effet. Mais on ne sait pas tout. En matière de renseignement, malheureusement, on ne sait pas toujours tout. On aimerait bien plus en savoir. Vous savez, on aime bien savoir quel est le dessous des cartes, évidemment, et c'est ce que cherchent à faire les services de renseignement. Mais malheureusement, on n'a pas toujours tout. D'abord, il faudrait être dans la tête de Vladimir Poutine, il faudrait être dans la tête de ses principaux conseillers. C'est bien sûr ce que l'on cherche à faire à travers les interceptions électromagnétiques, en fait, les écoutes. C'est ce qu'on cherche à faire à travers l'imagerie, qu'elle soit spatiale ou à partir de drones. C'est ce que l'on cherche à faire à travers des sources humaines. Oui, bien sûr, on aimerait tout savoir, mais en matière de renseignement, on ne sait pas toujours tout. Alors, Après, c'est oui. grâce à la connaissance antérieure. Oui, on arrive à... C'est grâce aux connaissances qu'on a acquises, oui, qu'on arrive à comprendre et à chercher à déterminer, à anticiper surtout. C'est ça le rôle des services. Comment qualifieriez-vous la situation aujourd'hui, et notamment ce retrait russe de l'île aux serpents, cette localité stratégique en pleine mer Noire, un territoire conquis par la Russie au tout début de la guerre. On se souvient de cette scène des militaires ukrainiens insultant les Russes qui envahissent l'île. Est-ce que c'est une forme de cadeau russe? C'est très étonnant. Est-ce que c'est une vraie victoire ukrainienne? Comment vous l'interprétez? J'allais dire qu'ils ont refilé la patate chaude. Parce que je pense que les Russes, sur l'île aux serpents, ont pris beaucoup d'obus sur la tête, voire de missiles sur la tête, et que c'était dur pour eux d'y rester sans perdre des soldats. Et en quittant cette île, finalement, ils vont pouvoir faire la même chose sur les Ukrainiens. C'est un peu mon point de vue, évidemment. Je n'y suis absolument pas. Je ne suis pas du tout dans les têtes de l'état-major russe. Mais en tous les cas, c'est une île absolument indispensable pour gérer l'approvisionnement ukrainien. Et les Russes pourront dire ainsi, bah, attendez, on bloque en rien l'approvisionnement vers l'Ukraine et le blé peut sortir, etc. Et c'est pas nous qui bloquons, c'est les Ukrainiens qui s'y prennent mal. Donc en fait, je pense qu'il y a ces deux positions-là. Un, ils arrêtent de se prendre des obus sur la tête. Et deux, c'est pour pouvoir dire au monde, eh ben, attendez, on bloque pas du tout l'exportation de blé ukrainien. Oui, effectivement, c'est ce qu'ils disent. En effet, c'est un signe de bonne volonté. On a accompli nos objectifs. On retire donc nos garnisons. Et côté ukrainien, on se félicite aussi de ce retrait russe. C'est un territoire stratégiquement important. Oui, parce qu'en fait, c'est assez loin en mer et ça, j'allais dire, ça garde les arrivées sur les ports d'Odessa et sur les ports de la mer Noire. Parce que c'est un endroit à partir duquel on surveille, c'est un endroit à partir duquel on peut mettre des radars de surveillance, c'est un endroit à partir duquel effectivement qui est en mer et donc qui est avant les ports. Vous savez que quand on prend même la géographie de la France, il y a un certain nombre de forts qui sont devant, j'allais dire, certains ports, justement parce que ça permet de garder ces ports et ça permet d'empêcher un adversaire d'y pénétrer. Et c'est un peu le cas de cette île aux serpents. Et je pense que pour moi, les Russes en avaient marre un peu de se prendre des obus sur la tête et laissent la place aux Ukrainiens. Combien de temps ça durera, je ne sais pas. Mais pour les Ukrainiens, en effet, c'est une petite victoire. Aujourd'hui, on a vu un nouvel acteur diplomatique, le président indonésien, qui a remis un message du président Zelensky au président Poutine. Il a remis un message, au président Zelensky du président Poutine. Quel rôle pour l'Indonésie? C'est nouveau, non? Oui, je ne connaissais pas ce fait, mais j'imagine qu'effectivement, en fait, quand il y a une guerre entre deux pays, on cherche tous des intermédiaires. Et finalement, est-ce que le président indonésien ne deviendrait pas, alors qu'il est, j'allais dire, loin de ce conflit, est-ce qu'il ne deviendrait pas l'intermédiaire idéal qui, en fait, n'est pas partie prenante, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Donc, à ce titre-là, il est neutre. Et c'est sans doute ce qui intéresse le président Zelensky. Vous avez vu que depuis, à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent, le président Macron publie en fait un peu ses relations avec le président Poutine. On a une photo quand il est au téléphone avec lui, où il y a un récit, où il y a des comptes rendus. Alors,
ils ne se sont pas parlé depuis un certain temps, hein. Mais il y a un film qui relate un peu les dernières semaines du précédent mandat d'Emmanuel Macron avant son renouvellement, sa réélection, et dans lequel on le voit parler avec Vladimir Poutine et où il y a des échanges assez directs et pas toujours, comment dire, très, non pas, enfin pas très aimable, non, mais en tout cas pas toujours très facile. Est-ce que ça c'est une habitude? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça fait apparemment grincer des dents en Russie? Oui, mais de mon point de vue, je trouve que le président Emmanuel Macron joue son rôle. Il est président, c'est le président de la France. La France dispose d'une armée quand même puissante. On dit souvent, sans être prétentieux, que la France est le soldat de l'Europe, puisqu'elle dispose d'une armée conséquente, même si elle a des manques capacitaires. Elle dispose de l'arme nucléaire, donc une puissance de dissuasion. Et à ce titre-là, il me paraît normal de rechercher le dialogue. Et en tous les cas, de ne pas couper le lien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont amis. Ça veut simplement dire qu'il y a un dialogue. Et ce dialogue permet au président Macron de dire des choses. Évidemment, le président Poutine lui dit des choses qui sont parfois pas très sympathiques, mais en même temps, ils ne sont pas amis non plus. C'est un dialogue qui me paraît nécessaire si un jour on veut revenir, si on veut arriver à une paix. Alors évidemment, la paix elle sera décidée par les Ukrainiens parce que ce sont eux qui se battent. Et le jour où ils diront on arrête, on arrêtera. Et le jour où les Russes diront on arrête, eh bien on arrêtera. Mais je pense nécessaire qu'effectivement, qu'un président européen, mais c'est pas le seul parce qu'il y est allé souvent avec le chancelier allemand, il y est allé aussi avec le chef du gouvernement italien. Donc en fait, il n'est pas seul à dialoguer en fait. Mais ça me paraît nécessaire en effet de continuer à dialoguer. Et à raconter ce qui se passe et à organiser les fuites, disent les Russes. J'allais dire, il raconte ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une certaine transparence, mais on ne sait pas tout ce qui se passe. Je pense qu'en termes de diplomatie, il y a la diplomatie visible et puis il y a une diplomatie un peu plus discrète. Et ça, ni vous ni moi ne le savons finalement. Mais ça me paraît nécessaire effectivement qu'il y ait une diplomatie. Et la France dispose en cela d'un réseau diplomatique très important qui doit être le deuxième ou le troisième au monde. Et donc il est logique que l'on cherche à dialoguer, même en pays de guerre. Je veux dire, en temps de guerre, quelles que soient les crises, en fait, on a toujours cherché à dialoguer avec les adversaires ou même nous-mêmes avec notre propre adversaire. Ça ne permet pas d'arriver forcément à la paix demain matin et à ce que les Russes s'arrêtent de tenter de conquérir le Donbass, mais en tous les cas, ça limite peut-être certaines choses que l'on ne connaît pas nous-mêmes. Juste un mot sur les autres types d'armes utilisées par les Russes. Les cyberattaques. La Lituanie a été la cible apparemment de hackers, probablement russes. Est-ce que en France, nous sommes suffisamment protégés contre ces menaces ? Alors en France, on a la chance de disposer de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui est un bon système, c'est qui a grossi largement ces dernières années. Depuis 2008, finalement, le livre blanc de 2008, j'allais dire les moyens en termes de cyber ont considérablement grossi. La France a investi énormément d'argent pour se protéger et être capable de répondre à des attaques. Donc il me semble que oui, évidemment, ça va très très vite. Aujourd'hui, le monde se numérise. La crise du Covid a fait en sorte que toutes les entreprises aujourd'hui sont numérisées. Chacun dispose d'un ordinateur portable. Donc en fait, on communique de plus en plus avec nos téléphones, avec nos ordinateurs, où que l'on soit. Donc oui, il faut savoir se protéger face à des attaques possibles qui viennent de partout. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine n'est pas uniquement une guerre sur le terrain avec des obus d'artillerie, mais c'est également une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre d'influence, une guerre de communication, une guerre de propagande et une guerre qui utilise également les moyens cybernétiques. Comment vous regardez, pour conclure, les derniers échanges? Vous savez, cette photo de tous les représentants du G7 qui ironisent en disant il va falloir qu'on montre nos muscles, nous aussi, qu'on se mette à l'équitation, enfin pour répondre aux démonstrations de force physique de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine qui répond aujourd'hui en disant s'il l'avait fait, ça aurait été dégoûtant. Comment vous, ancien chef du renseignement militaire, vous regardez ça, vous dites c'est des enfantillages, quel est le sens de ces échanges?
j'avoue que je suis un peu surpris parce que il parle d'une guerre qui est assez atroce et dans laquelle tous les jours des soldats meurent, mais également des membres de la population civile. Et on voit effectivement, ça fait un peu potache de mon point de vue. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'on ait besoin de voir ça. Pour moi, ce sont des chefs d'État qui discutent entre eux pour connaître la meilleure solution à avoir face à la Russie qui envahit l'Ukraine. Voilà, ça fait un peu potache. C'est vrai que ça fait un peu décalé, j'allais dire. Merci beaucoup, merci Général.